Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans votre émission Le Jury du dimanche, iRadio, ITV, Immédia.sn et Bisby le jour. Le dernier numéro de l'année 2022. Bonne fin d'année. C'est aussi jour de Noël. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Nous recevons Monsieur Christophe Yvetot. Il est le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI au Sénégal, au Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Merci et bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Alors, votre rayon de couverture, je l'ai dit, le Sénégal, Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Je suis curieux de savoir si les industries de ces différents pays sont bien intégrées, sont interconnectées. Tout d'abord, tous ces pays, malheureusement, n'ont pas un niveau de développement industriel très élevé, puisque pour la plupart, et je couvre aussi une partie des pays du Sahel, puisque comme les institutions qui s'occupent du Sahel sont basées au Sénégal, je couvre aussi ces pays-là, donc c'est un peu plus large. Ouais. Mais force est de constater que dans les 30 dernières années, la population a plus que doublé dans chaque pays. Par contre, la production industrielle est restée stable ou a même diminué. Donc, vous me parlez d'industrie, on est encore à un niveau vraiment très peu développé d'industrie dans certains pays, ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière, c'est-à-dire la valeur ajoutée ce qu'on ajoute aux produits locaux, est seulement de 4%. Le Sénégal n'est pas mal positionné parce que le Sénégal est à peu près un niveau de valeur ajoutée manufacturière dans sa richesse nationale, la part de l'industrie dans sa richesse nationale, autour de 16%. Autour de 16%, oui. Tout à fait. Il peut être la locomotive. Et le Sénégal peut être la locomotive pour la région. Et d'ailleurs, je pense que dans les pays que je couvre, beaucoup voient le Sénégal vraiment comme un modèle. Et dans les discussions que nous avons sur quelles solutions pour le Sahel, nous avons beaucoup poussé pour qu'on reconnaisse le besoin d'industrialisation dans le Sahel. Et aujourd'hui, la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel intègre la notion d'industrialisation. Et c'est vrai qu'on a souvent montré l'exemple du Sénégal, parce que le Sénégal a entrepris maintenant depuis quelques années, notamment avec le plan Sénégal émergent, un certain nombre de réformes, de grands chantiers industriels, d'infrastructures, qui fait que le Sénégal bouge aujourd'hui. Et le Sénégal, au sommet des chefs d'État sur l'industrialisation et la diversification économique qui s'est tenue à Niamey le 25 novembre. La Banque africaine de développement et l'ONUDI ont lancé un nouvel index d'industrialisation. Et dans cet index, le Sénégal est à la 9e place sur l'ensemble des 54 pays africains, avec des mastodontes comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, et l'Égypte et d'autres, et le Maroc. Et donc, vous voyez, je dirais, le Sénégal est dans les 10 premiers. Ouais. Et donc, c'est vraiment une performance à saluer. Restons sur ce défaut d'intégration, en tout cas manque d'intégration. Est-ce que la perspective, elle peut changer là, dans l'immédiat? Bon, déjà, il y a maintenant en Afrique, c'était déjà le cas dans l'UMOA, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aussi dans la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Il y avait quand même cette idée de diminuer les obstacles aux services et aux produits. Donc en diminuant les tarifs douaniers, mais aussi les obstacles non tarifaires. Oui. Et donc c'est vrai que si on permet une meilleure circulation des produits et des services, on permet évidemment beaucoup plus de coopération et de permettre aux industries de pouvoir se nourrir les unes des autres. Si je prends un exemple de l'Agropole Sud, qui est encore en cours d'édification, lorsque l'Agropole Sud sera pleinement fonctionnant, avec des produits prioritaires tels que la mangue, l'anacarde et le maïs, il est clair que les pays de la région qui sont dans une zone naturelle similaire, comme la Guinée-Bissau ou la Gambie, pourront tout à fait fournir cet agropole. Et donc, on pourra avoir des complémentarités et peu à peu aussi installer des agropoles dans ces pays et qui pourront eux aussi
rentrer dans ce processus de transformation, d'ajouter le plus de valeur localement pour vendre les produits non à des prix très bas comme aujourd'hui, mais à des prix avec des produits beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus de haute qualité qui pourraient être vendus plus cher sur le marché international. J'imagine aussi la zone économique de libre-échange comme perspective en Afrique. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, un des piliers de la zone de libre-échange panafricaine, c'est l'industrialisation. Parce qu'une fois qu'on va, éliminer les obstacles au commerce, qu'est-ce qu'on va vendre les uns aux autres? Simplement des arachides ou des fèves de cacao ou des chaussures, des meubles, des téléphones, des automobiles, tous les produits qui de plus en plus sont consommés par les Africains. Les Africains, malheureusement, sont restés dans une économie un peu ancienne de vendre des matières premières, des produits agricoles à peu cher, et par contre d'acheter des produits sophistiqués parce que à mesure qu'il y a l'urbanisation, il y a aussi des classes moyennes. Et en fait, comme tous les gens dans le monde, il y a des gens maintenant qui ont un pouvoir d'achat et qui sont très friands de produits manufacturés, mais ils ne sont pas produits en Afrique. C'est ça le problème. Il faut transformer. Tout à fait. Il faudra s'industrialiser. Tout à fait. Oui. Industrialiser, en fait, étymologiquement, ça veut dire ajouter de la valeur. Et donc, l'Afrique a tout. L'Afrique a toutes les richesses. Et maintenant, il suffit juste d'entrer dans ce processus pour ne plus vendre à vil prix ces richesses, mais transformer sur place. Alors, la crise de la Covid, on l'a vécue, on n'est même pas encore sûr d'être totalement sorti de cette pandémie. La crise russo-ukrainienne qui se déroule encore sous nos yeux et même la crise climatique. Le monde est éprouvé depuis 2020 par les conséquences de ces crises au plan économique, social et politique. L'année 2023 qui s'annonce augure-t-elle de meilleurs auspices dans le domaine de l'industrie? Bon, tout d'abord, il y a une prise de conscience. Nous, on a essayé de faire prendre conscience déjà depuis longtemps, mais qu'en fait, aucune société ne peut être prospère sans énergie et sans industrie. Et donc, les deux crises, Covid plus le conflit en Ukraine, ont montré à chaque pays qu'on ne peut pas vraiment aller vers la prospérité si on est simplement consommateur. Il faut produire localement pour servir sa population. Donc ça déjà, c'est quelque chose, et ce n'est pas simplement pour l'Afrique, c'est vrai, les masques ont manqué en Europe, il y a eu aussi des pénuries sur certains produits en Europe, et donc ça, tout le monde s'est rendu compte. Donc déjà la première, je dirais, conséquence heureuse, au moins malgré le climat négatif, c'est que tout le monde a pris conscience que sans énergie et sans industrie, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de stabilité économique et politique. Donc ça, c'est une prise de conscience. Maintenant, 2023, comment bouger? Alors, au niveau de l'Union européenne, par exemple, il y a maintenant toute une politique de réindustrialisation. Au niveau de l'Union africaine, il y a eu le sommet des chefs d'État africains à Niamey sur l'industrialisation et la diversification économique. C'est la première fois depuis 30 ans qu'il y a un tel sommet. Et les chefs d'État africains ont pris conscience au point où ils ont pris un certain nombre de mesures, comme ils recommandent que chaque pays consacre au moins 5 à 10% de son budget national pour le développement industriel. Il recommande aussi de mettre en place des infrastructures industrielles comme les zones économiques spéciales ou les parcs industriels ou les agropoles comme au Sénégal. Il recommande vraiment que les gouvernements travaillent de façon étroite avec le secteur privé, que les systèmes scolaires et universitaires travaillent de façon étroite aussi avec les entreprises. Ils ont aussi décidé de nommer le président du Niger comme champion de l'industrialisation et il est chargé maintenant de rapporter tous les ans au chef d'État sur les progrès faits par l'industrialisation. Ce qui nous manquait aussi souvent en Afrique, ce sont des instruments de mesure. Donc l'ONUDI a préconisé, va aider à la constitution d'un observatoire de l'industrie. Et aussi, la Banque africaine de développement, avec le soutien de l'ONUDI, a lancé un index d'industrialisation pour la première fois. Le rapport est disponible gratuitement sur Internet. Et
ils classent tous les ans les pays. Et on va voir, on va pouvoir mesurer les progrès chaque année. Mais est-ce qu'on aura la rigueur qu'il faut avec ces notations-là aussi? On sait ce qu'elles valent parfois. Hein. On a suivi un peu ce qui s'est passé avec le Doing Business. Non, c'est sûr. Les instruments, il faut un thermomètre pour mesurer la température. Et puis que cela n'échappe pas à l'Afrique aussi. Sans complaisance, mais que cela n'échappe pas à l'Afrique, ces notations-là. Tout à fait. Ces notations sont faites par les Africains, par une institution africaine. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu justement beaucoup de débats sur le fait que, par exemple, la notion de risque est souvent un peu surévaluée en Afrique, ce qui limite ensuite après les financements. Mais là, ce sont vraiment des instruments vraiment purement africains, en tout cas qui sont africains mais universels, qui sont sérieux. Mais c'est évident qu'après, il faut aussi une volonté. Il faut une volonté politique au plus haut niveau. L'industrialisation ne tombe pas du ciel. Justement, sur la volonté, cette histoire de recommandations 5 à 10% affectés à l'industrialisation, ça me rappelle un peu les 10% aussi à l'agriculture, la fameuse recommandation de Maputo. On sait que ça n'a pas été suivi d'effet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que il y a beaucoup de volonté, en tout cas des effets d'annonce, mais cela ne suit pas? Non, c'est sûr. Qu'est-ce qui va être différencié? Ce qui va être différent, je crois profondément. Bon, déjà, il y a eu pendant des années, il y a eu les politiques d'ajustement structurel qui ne permettaient pas au gouvernement de pouvoir investir dans ces domaines. Mais il y a aujourd'hui une réalité quand même qui va être très forte, c'est la jeunesse. La jeunesse veut des emplois. La jeunesse est nombreuse. Dans beaucoup de pays, c'est plus de 60 à 70% des jeunes qui ont moins de 25 ans. Cette jeunesse veut des emplois. Et les gouvernants qui ne mettront pas tous les efforts pour pouvoir donner des emplois à toute leur jeunesse seront en difficulté. Puis donc la former. Alors, il faut évidemment, il faut des infrastructures, il faut former les jeunes, leur faire acquérir des compétences, il faut de l'énergie, ce sont des dossiers complexes qui ne se résolvent pas en 1 ou 2 ans, ce sont des politiques sur 5, 10 ans, il faut de la stabilité, mais l'Afrique peut le faire, l'Afrique a toutes les ressources. Et en fait, si l'Afrique vraiment se met en ordre de marche pour transformer ses propres ressources, l'Afrique peut vraiment très rapidement faire des progrès. Et c'est le cas du Sénégal d'ailleurs. Le Sénégal, avec le plan Sénégal émergent, dont l'ONUDI a accompagné le volet industriel. En 5 ans, nous avons réussi à mettre en place des zones économiques spéciales, des parcs industriels, lancer 4 agropoles, lancer des études sectorielles sur le cuir, l'automobile, la pharmacie et d'autres. Et donc le Sénégal, et pour cela, on a aussi permis et accompagné le gouvernement pour mobiliser plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est la première fois, je pense, que déjà les projets industriels, c'est 600 milliards de francs CFA. Je crois historiquement la première fois que beaucoup de donateurs se mettent ensemble pour financer les réformes et les grands projets industriels d'un pays tel que le Sénégal. On va en reparler tout à l'heure, mais je vais terminer sur les crises là. Sur la gestion de la pandémie comme sur celle du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ne pourrait-on pas avoir l'impression, toute proportion gardée, que l'Afrique s'en est mieux tirée que les pays industrialisés, notamment européens? Oui, tout à fait. Bon, l'Afrique, tout le monde se pose la question aussi, pourquoi ça s'est si bien passé. Alors, je n'ai pas forcément de réponse. Peut-être que les gens sont plus résilients. Peut-être que aussi, peut-être le climat. Vous savez que les périodes de pic en Europe, c'est quand il fait froid. Et donc, tous les gens sont enfermés, etc. Alors qu'en Afrique, moi je vis au Sénégal depuis 4 ans, c'est vrai qu'on a plutôt toutes les fenêtres ouvertes, on vit dehors aussi beaucoup. Alors je ne sais pas, tout ça, il y a une population très jeune. Il ne faut pas oublier non plus que les plus gros des décès, c'est quand même dans les personnes âgées. Donc je crois qu'au-dessus de 65 ans, la proportion n'est pas si importante que ça en Afrique. Par contre, en Europe, maintenant, c'est pratiquement parfois 20 à 30% de la population qui a plus de 60 ans. Donc si vous regardez le nombre de décès, c'est quand même beaucoup de 70 et plus. Sauf évidemment les gens qui avaient évidemment des complications personnelles. Mais c'est quand même la population âgée qui a été très touchée. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche. Notre invité, le dernier de l'année, c'est M. Christophe Yvetot. Il est le représentant résident de l'ONUDI au Sénégal.
Il couvre aussi le Cabo Verde, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sahel. Le bilan, oui, ça tombe bien puisque vous êtes en train de faire vos valises là. Tout à fait. Je viens d'être nommé comme représentant auprès de l'Union européenne, de la Belgique, du Luxembourg, de la Banque européenne d'investissement et de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, donc essentiellement sur le territoire belge et du Luxembourg. Et quel bilan faites-vous voilà, de votre séjour au Sénégal au plan industriel? Vous en parliez tout à l'heure, 600 milliards de francs CFA, mais il y a ce rapport 2021 du programme Partenariat pays. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Non, bah écoutez, en fait, c'est très intéressant parce que nous avons lancé une expérience unique au Sénégal. C'est ce qu'on appelle le programme de partenariat pays. C'est en fait un programme d'accélération industrielle. Parce qu'on a vu que beaucoup de pays d'Asie ont réussi à faire leur démarrage industriel et que beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas toujours réussi. Donc le Sénégal, avec son plan Sénégal émergent, avait déjà tout posé. Et nous sommes venus vraiment aider à mettre en œuvre le volet industriel. Et donc sur l'ensemble de notre feuille de route que le gouvernement nous a donnée, je pense qu'on a rempli vraiment cette feuille de route. Tous les dossiers ont été lancés. Il y a maintenant 4 zones économiques spéciales. Il y a plusieurs parcs industriels qui sont déjà en développement, dont notamment le parc industriel de Diamniadio. J'ai eu l'honneur et le grand privilège de l'inaugurer à l'invitation de son Excellence le Président Macky Sall le 22 novembre 2018. Et le 6 juillet 2021, on posait la première pierre de son extension. Et donc il y a déjà 15 entreprises qui sont dans le parc. Et maintenant, il y a 17 bâtiments qui sont en train d'être construits pour accueillir 25 à 30 entreprises. Donc voilà, ça c'est un chantier qui avance. Il y a ensuite les agropoles. Nous avons fait l'étude de faisabilité pour l'agropole sud qui est en train d'être établie. L'agropole centre avec aussi beaucoup de soutien de la Belgique, mais aussi de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement, de l'Italie, de l'Union européenne, est en train de se constituer. Nous sommes en train de faire l'étude pour l'agropole nord. Et déjà un agropole ouest a été lancé aussi au mois d'août, ce mois d'août, qui est là mis en place vraiment par 3 municipalités qui ont décidé de travailler ensemble. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est un projet qui vient d'en bas. Ensuite, il y a aussi des études qui sont menées pour développer des grands secteurs industriels, le cuir, la transformation des produits miniers, la pharmacie, et donc l'automobile. Et donc tout ça, c'était dans notre… Ça peut être l'assemblage, il faut déterminer par où entrer. Vous savez, le Maroc, il y a encore 20 ou 30 ans, faisait des petites pièces détachées. Maintenant, c'est le plus grand exportateur de voitures de l'Afrique. Et même dans le domaine de l'aviation. Dans l'aviation, les Tunisiens sont entrés par les sièges. Dans le monde où on n'a pas de pièces peut-être d'origine marocaine. Tout à fait. Oui. Donc en fait, il faut rentrer, il faut trouver son avantage comparatif sur un produit. Puis après, on peut devenir leader de ce produit. Alors, agropole, pour le commun des mortels, c'est quoi? Alors l'agropole, on peut définir ça comme un projet régional de développement agro-industriel. Comme vous savez, dans chaque région du Sénégal, il y a vraiment des produits de très haute valeur, de très haute qualité. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas souvent transformés, ils sont exportés bruts. Et donc… où ils pourrissent. Où ils pourrissent, les mangues, 70% des mangues tombent, ne sont pas utilisées. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur toute la chaîne de valeur, du producteur au transformateur jusqu'à l'acheteur, et de voir comment on peut améliorer tout ça. Donc il y a des études, ce sont des études qui font 1000 pages avec 20 chapitres, qui étudient tout, le nombre de personnes diplômées, où sont les centres de formation, quels sont les produits, où sont réparties les productions, quels sont les compétiteurs, et tout ça est très bien étudié. Et c'est vrai que c'est une étude sur les chaînes de valeur. Ensuite, une fois qu'on a bien déterminé ça, il est clair qu'il y a des besoins quand même d'infrastructures, d'équipements. Donc il faut… par exemple, dans l'agropole sud, il est prévu qu'il y ait à peu près 9 parcs. Un parc d'une assez grande taille, où là, des entreprises d'une certaine taille vont pouvoir s'installer. Mais ensuite, il y aura un parc à Ziguinchor, Kolda et Sidiou. Et ensuite, 4 parcs, d'autres parcs au niveau départemental qui peuvent être proches des producteurs pour pouvoir stocker, pour pouvoir réfrigérer, pour pouvoir sécher,
et faire une première transformation et ensuite passer aux autres parcs. Dans l'agropôle centre, c'est 20 infrastructures. Dans l'agropôle nord, je ne sais pas encore. Mais vous voyez, donc c'est une sorte de constellation avec un parc plus important et puis que chaque partie du territoire, chaque producteur puisse avoir aussi accès à un certain nombre d'équipements qui lui permettent d'ajouter de la valeur justement à sa production. En termes de projection, il y a que vous projetez sur 2035, 2021-2035. Cela correspond à quoi exactement? Sur la nouvelle politique industrielle. Donc, nous avons aussi accompagné le gouvernement du Sénégal pour faire une nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021-2035. Bon, c'est coupé en morceaux parce qu'il y a 2021-2025 et puis après 2025-2030, etc. Mais l'idée, c'est que le Sénégal devienne vraiment un pays émergent sur le plan industriel, que le Sénégal devienne un centre de production, que le Sénégal, qui est si proche de ces marchés, d'abord le marché sous-régional, mais après du Sénégal, on est proche de l'Europe, on est proche des États-Unis, et qu'on fasse du Sénégal vraiment une plateforme de production. Le Sénégal est en train de se mettre en ordre de marche avec plusieurs infrastructures portuaires, des parcs et des zones industrielles. Et donc l'idée, c'est vraiment de... ce qui va attirer le Sénégal, c'est d'avoir de plus en plus d'investisseurs qui viennent s'installer, qui soient sénégalais, qui viennent de la région ou qui viennent d'ailleurs, qui viennent produire au Sénégal. Et par cette production, on va avoir des jeunes qui vont avoir des emplois plus qualifiés, parce que pourquoi est-ce que l'industrialisation est synonyme de progrès social? Parce qu'en fait, les gens absorbent des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies, et en faisant ça, leur salaire augmente, parce qu'ils deviennent des gens qualifiés, leur salaire augmente, donc ils payent aussi un peu des impôts. Les impôts vont dans les caisses de l'État qui peut payer pour l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie. Et donc c'est comme ça le processus de développement, c'est ce processus d'absorption de savoir-faire, de technologie toujours plus important qui permet de toujours faire payer plus les produits et les services et payer plus aussi ceux qui les produisent. Cercle vertueux. C'est le cercle vertueux. Alors, le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises est souvent critiqué en tant que représentant de l'ONUDI. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, mais dans votre rapport, vous saluez quand même le leadership du ministre du Développement industriel. Vraiment, il a fait preuve de leadership? Bah, écoutez, nous, on travaille déjà pas seulement avec le ministère du Développement industriel, mais avec plusieurs parties du gouvernement. Un gros volume de travail, c'est avec le ministère de l'Environnement. Mais il est clair que le ministère du Développement industriel, évidemment, est notre ministère de rattachement. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, avec le ministre en tout cas, d'inaugurer un certain nombre d'agropoles, par exemple, tous les agropoles, et puis de suivre. Mais derrière le ministre, il y a aussi l'administration. Donc vous avez aussi des services. Le Sénégal a la chance d'avoir une technostructure, je dirais, d'avoir des services aussi qui, tous les jours, en fait, préparent tous les dossiers, assurent le suivi. Et donc, nous, tous les jours, bon, le ministre et moi, on peut se rencontrer de temps en temps, mais la vérité du travail, tous les jours, ce sont nos équipes, avec ces équipes qui travaillent ensemble et qui font tout ce travail. iRadio, ITV, imedia.sn, Besbi le jour, cela donne votre émission Le Jury du dimanche. Nous recevons M. Christophe Yvetot et nous allons parler maintenant de la première année d'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Adoption en 2021, pour rappel de la loi relative aux revenus issus de l'exploitation de ces ressources, 20 000 milliards de francs CFA sur 30 ans, 700 milliards à peu près par an dans le budget, soit 90% et 2 000 milliards affectés au fonds intergénérationnel, au moins 10%. Avec 50 milliards cependant prévus pour 2023, on est quand même loin du compte, non ? Je n'ai pas le détail de toutes les sommes, mais une chose est sûre, c'est que nous recommandons vraiment de faire que les ressources qui viennent du pétrole soient utilisées pour notamment la diversification économique. Ce qu'on a appelé, par exemple, dans le cas de la Hollande, le syndrome hollandais, parce qu'à un moment donné, quand vous avez des ressources comme ça qui commencent à être exploitées, le gaz, le pétrole, tous les investissements vont vers ces ressources. Et donc, vous retrouvez le reste de votre économie qui est un peu déshabillé et qui en fait s'appauvrit.
Or, ces secteurs-là ne sont pas des grands secteurs créateurs d'emplois. C'est beaucoup de machines, d'équipements, mais pas beaucoup de personnel. Et donc, ce que nous avions préconisé et que jusqu'à présent, je dois dire que le Sénégal a suivi, c'était un peu l'exemple norvégien, c'est-à-dire de créer un fonds pour les générations futures, de créer un fonds pour la diversification économique ou les investissements dans l'économie, d'avoir une loi sur le contenu national et d'avoir aussi d'adhérer à l'initiative sur la transparence des EITI, je ne sais plus comment on dit en français, mais l'ITIE qui permet de faire la transparence. Donc jusqu'à présent, le Sénégal coche toutes les cases et donc nous sommes très heureux que le Sénégal ait suivi cet exemple. Après, c'est la pratique. Comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais je dois dire que pour l'instant, le Sénégal a posé vraiment toutes les bonnes pierres. Il se trouve qu'on a démarré les chantiers des agropoles et des parcs industriels avant que le pétrole ne démarre, donc on espère que sur cette lancée, et ayant encore plus de ressources, le Sénégal pourra investir, de continuer ses infrastructures industrielles, mais surtout d'améliorer les compétences, parce que vraiment, il y a toute cette jeunesse qui est là, qui est prête à travailler, qui est courageuse, qui est créative, mais il faut leur donner les moyens aussi de pouvoir intégrer ces secteurs. Parce qu'on se trouve déjà aujourd'hui, dans certains secteurs, il y a des entreprises très dynamiques, mais qui ne trouvent pas les profils au Sénégal, alors qu'elles pourraient les embaucher. Donc c'est un peu dommage d'avoir beaucoup de chômage d'un côté, et puis d'avoir des entreprises de l'autre côté qui ne peuvent pas recruter. Donc c'est un peu dommage. Oui, alors, mais sur le fonds intergénérationnel, puisque le modèle, c'est le modèle norvégien, 10%, cela vous paraît important ou on peut faire mieux, plus? Je ne sais pas, ça ce sont des économistes un peu qui peuvent fixer ça. Je sais qu'en Norvège, la question qui se posait aussi, c'est que lorsque vous avez d'un coup un afflux de ressources, si vous avez un afflux de ressources comme ça dans l'économie, après vous avez une dépréciation monétaire. Enfin, il y a beaucoup d'effets secondaires. Heureux qu'il y a beaucoup de ressources, mais en fait le fait d'avoir trop de ressources qui sont distribuées dans l'économie peut décourager d'ailleurs le reste des secteurs économiques. Donc c'est mesurer un peu. Bon, après il faudra mesurer le fonds pour les. Je ne saurais pas, je ne suis pas un spécialiste de ça. En tout cas, je trouve que la démarche est bonne. Après, savoir le pourcentage, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'investir beaucoup pour les générations futures ou aussi investir dans la diversification économique, qui est aussi un investissement dans les générations futures? Ça, j'avoue que, bon, moi j'ai un peu une certaine orientation, je dirais, parce que je pense qu'il faut vraiment mettre tous les atouts et tous les investissements possibles pour cette industrialisation. Le pétrole et le gaz, ce n'est pas une panacée. Tout dépend de ce qu'on en fera. Tout à fait. Vous avez des contre-exemples. Vous voyez bien l'Algérie, le Gabon ou d'autres pays dont on dit parfois que c'était un peu une malédiction. Donc, c'est-à-dire que c'est une opportunité extraordinaire, notamment au Sénégal, puisque le Sénégal s'est mis en ordre de marche pour son industrialisation. Et si ces ressources nouvelles sont utilisées justement pour ce que je disais avant, et c'est vraiment une manne aussi, il ne faut pas non plus voir négativement, je pense qu'il faut avoir aussi de la chance. C'est un peu une chance qui vient parce que si jamais même le gaz qui sortait pouvait être utilisé pour justement faire marcher l'industrialisation, ce serait extraordinaire. Oui. Le gaz, puisque vous en parlez, ces ressources en partage avec la Mauritanie, on sait qu'il y a un accord entre les deux pays, un accord qui vous satisfait et cela est rassurant en termes d'intégration puisque vous en parlions tout à l'heure. Non, tout d'abord, je pense que d'avoir s'être mis d'accord rapidement entre les deux pays sur un partage a été une chose tout à fait positive. Parce qu'au lieu de commencer des débats ou de lancer chacun ses avocats ou d'aller dans des commissions, etc., aurait fait perdre beaucoup de temps au projet. Mais aussi, ça donnait un bon exemple de comment deux pays peuvent gérer des ressources. C'est d'ailleurs le cas aussi quand vous voyez l'organisation de gestion du fleuve Niger, par exemple, qui a été saluée récemment. Vous voyez, toutes ces institutions qu'on met en place qui permettent de gérer à plusieurs une ressource sont tout à fait bienvenues, parce que ça permet justement d'avoir cette discussion, d'éviter les conflits, de résoudre. Parfois, il faut aussi arbitrer, mais nous, évidemment, en tant que Nations Unies, le cœur même
de la raison d'être des Nations Unies, cette coopération internationale. Et on pense que par la coopération, par le dialogue, on peut éviter les conflits. Alors, la transition énergétique aussi, au moment où voilà, nos pays, pour parler du Sénégal et de la Mauritanie plus particulièrement, s'apprêtent à exploiter ces ressources, gaz et pétrole, on dit, bon, c'est des énergies fossiles. Bon, quelle est vraiment la position de l'ONUDI sur cette question? Puis c'est une préoccupation pour l'Afrique. Ben écoutez, tout d'abord, déjà, la plupart des pays du monde utilisent à 80% des énergies fossiles, et certains beaucoup plus que d'autres. Donc, je ne pourrais pas dire quelle est peut-être la position de l'ONUDI, mais je vais vous dire un peu mon sentiment. Oui. C'est vrai que, par exemple, si on prend l'Union européenne, ils ont accepté dans leur taxonomie, c'est-à-dire dans la possibilité encore de soutenir certaines énergies de transition, ils ont inclus le gaz et ils ont inclus le nucléaire. Et donc, je ne vois pas pourquoi un pays comme le Sénégal ne pourra pas non plus considérer le gaz comme une énergie de transition. Ouais. Maintenant, il y a aussi la possibilité aujourd'hui pour les pays de développer des énergies renouvelables, surtout quand on a un territoire très exposé. Si vous prenez toute la partie sahélienne, il est évident que de faire des gros investissements dans le solaire ou l'éolien peut à long terme être quand même bénéfique. D'ailleurs, il y a un contrat, je dirais, extraordinaire, un des plus gros contrats du monde qui a été lancé entre la Mauritanie et l'Australie, de 40 milliards de dollars pour de l'hydrogène vert. Parce qu'à partir des sources renouvelables, vous pouvez créer soit de l'ammoniac et aussi de l'ammoniac vert, parce que d'habitude cet ammoniac ou cet hydrogène sont produits à partir de sources d'énergie fossiles. Mais si vous les produisez à partir de sources d'énergie solaire, ils deviennent verts. Et donc là, vous avez avec l'hydrogène, mais aussi l'ammoniac. De plus en plus, on considère que l'ammoniac, qui normalement sert pour fabriquer des engrais, en fait, on peut l'utiliser comme carburant dans les voitures existantes, dans les moteurs thermiques, on peut l'utiliser. Il y a encore quelques petites recherches à faire parce qu'ils peuvent encore émettre aussi certains gaz à effet de serre. Mais en fait, ça peut être utilisé comme ça. Mais aussi, c'est une source de stockage qui est beaucoup moins chère que l'hydrogène, parce que l'hydrogène doit être maintenu à moins 250 degrés, alors que l'ammoniac peut être maintenu à moins 10, moins 30. Donc il y a déjà des bateaux les bateaux sont très fortement polluants. Il y a déjà des bateaux, des prototypes qui vont démarrer avec vraiment des moteurs qui vont fonctionner avec de l'ammoniac. Donc vous voyez, il y a plein de solutions. On ne sait pas encore laquelle va l'emporter, mais ça, ce sont des possibilités. Transition énergétique, enjeu climatique, on le sait. Au sommet de la COP27, cela a été remis sur la table. Tout comme le principe du pollueur-payeur, on estime que vous, pays industrialisés, vous polluez beaucoup plus la planète. Vous êtes d'accord d'abord? De toute façon, tout cela a été déjà établi. Très bien. Que alors, les pays les plus riches, que les accords soient respectés. C'est-à-dire que les accords soient respectés et puis aussi qu'on permette à chacun d'avoir des solutions. Donc là, nous, pendant la COP 27, on a lancé une grande initiative, un grand forum sur l'hydrogène vert, et vraiment on aimerait embarquer un peu tous les pays pour aller vers faire cette transition. Bon, c'est une transition qui n'est pas simple, et on peut agir sur plusieurs niveaux. Il y a les niveaux, par exemple, déjà de ne pas gaspiller l'énergie qui existe, donc c'est tout ce qui est l'efficience énergétique. Et là déjà, on sait très bien que si on investissait beaucoup dans ce secteur, on a un retour, l'ONUDI a fait un rapport mondial sur ça il y a quelques années, on a pratiquement un retour sur investissement au bout d'un an et demi sur tout ce qui est mesures pour éviter de gaspiller l'énergie. Bon, ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça. Ouais. Ensuite, il faut que les pays qui s'y sont engagés à la COP aussi financent. Je crois que c'était 100 milliards par an. On n'y est pas encore. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une grosse déception. C'est une grosse déception. Ce n'est pas la première fois, oui. Non, c'est une déception. C'est une grosse déception. Oui. Un échec peut-être même de cette COP27. Il faut continuer de convaincre. Ouais. Vous le savez, parfois il y a des bonnes intentions, et puis après, comme vous voyez en Europe, en ce moment, il y a une grosse crise. Donc beaucoup de milliards. Chaque pays
investit beaucoup de milliards pour, un peu comme fait le Sénégal d'ailleurs, pour un peu s'assurer que le prix de l'essence ne monte pas trop, pour faire que les gens ne doivent pas payer 10 fois plus le prix de l'énergie. Donc parfois les gouvernements sont aussi pris au dépourvu parce qu'ils doivent aussi tenir compte de leur population. Et c'est vrai que c'est quand même assez dommage qu'on ne trouve pas ces ressources pérennes pour qu'on puisse, dans tous les pays, faire les investissements nécessaires. L'Afrique élève la voix, réclame une place au sein du G20, une ou deux places au sein du Conseil de sécurité de l'ONU comme membre permanent. Demande légitime. Tout à fait. D'ailleurs, notre directeur général… Compliqué à satisfaire, non? Tout à fait. Oui. D'ailleurs, notre directeur général, Gerd Müller, qui est originaire d'Allemagne, qui a été élu directeur général de l'ONUDI en novembre l'année dernière, s'est exprimé devant les chefs d'État au sommet de Niamey sur l'industrialisation et la diversification économique. On lui a offert de pouvoir s'exprimer devant les chefs d'État. Il s'est tout à fait prononcé de façon claire pour un G21 et aussi sur le Conseil de sécurité. Là, donc il s'est exprimé de façon très claire. Maintenant, ce n'est pas l'ONUDI qui peut évidemment décider de son propre chef, c'est tout ça sur les gouvernements. En tout cas, il s'est vraiment engagé en tout cas à soutenir cette idée et il l'a fait de façon très claire devant les chefs d'État africains. Dès 2023 ? Après, comme vous le savez, ce n'est pas l'ONUDI qui décide. Oui, mais en tout cas, dès que possible, parce qu'une fois qu'on est d'accord avec quelque chose, on veut que ça se réalise le plus tôt possible. Très bien. Alors, c'est important de parler des ressources pétrolières, gazières, l'enjeu climatique, mais il y a aussi la dimension sociale des ressources. Dans le domaine minier, si on regarde un peu vers l'est du Sénégal, avec les ressources aurifères, on se rend compte quand même que cela pose un problème. Les populations manifestent, il y a parfois même des problèmes de sécurité qui se posent, et même la connaissance intime de combien d'or est extrait par jour et envoyé à l'extérieur du pays. Voilà, la pauvreté dans ces zones alors qu'il y a un océan de richesse qui est là. Ça heurte. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a d'abord, évidemment, tous les orpailleurs artisanaux que j'ai rencontrés, que l'ONUDI a souvent accompagnés pour éviter qu'ils utilisent le mercure, justement, et se polluent et polluent leur environnement. Et là, il y a la possibilité peut-être de les organiser un peu mieux pour qu'ils puissent acquérir de meilleures techniques de production et pouvoir aussi mieux négocier la vente de l'or. Ensuite, il y a il y a aussi, je dirais, les entreprises minières. Alors parfois, il y a un peu de malentendu parce que les entreprises minières, elles disent « nous, on s'installe parce que nous avons des accords avec le gouvernement. Nous payons, nous déclarons les ressources qui sortent et nous les payons au gouvernement, nous payons nos taxes, etc. » Mais il se retrouve que la réalité, c'est que ces entreprises extraient des ressources dans une région spécifique, mais que les régions ne voient pas un retour pour elles. Ouais. Alors, les entreprises disent, nous, on paye nos impôts à l'État. Ouais. Donc, il faudrait, je pense… il peut y avoir une complicité entre l'État central et ces entreprises qui exploitent au détriment des populations. Alors ça, après, je ne pourrais pas juger. Vous ne le dites pas comme ça en tant que diplomate, mais ça peut donner ce sentiment aussi. Mais moi, ce que je veux dire, imaginons même que les entreprises fassent honnêtement leur travail. Ouais. Mais il est vrai que, et même que si elles payent tout à fait leurs impôts et s'acquittent de façon tout à fait honnête de leurs impôts à l'État. Après, je pense qu'il faut aussi commencer à réfléchir d'une autre façon parce qu'il faut quand même qu'il y ait un retour pour les populations locales. Oui. Et ça, c'est à la fois aux entreprises, mais aussi à l'État d'y penser, de ne pas simplement laisser les entreprises et les populations face à face. Et ces régions font partie souvent des plus pauvres. Et voilà, et donc on se retrouve avec un océan de richesses où toutes les richesses sont extraites et tous les gens qui, après, en voyant même leurs richesses exploitées pendant 10, 20, 30 ans, restent pauvres. Alors nous, ce qu'on recommande, et d'ailleurs on avait tout à fait proposé un ensemble d'activités pour que, autour même des activités minières, on puisse développer les agro-industries, qu'on puisse développer tous les services
locaux qui sont nécessaires même pour ces industries et de faire que autour de ces industries qui peuvent travailler offshore un peu de façon totalement isolée, on crée des liens qui permettent d'en faire un pôle de développement. Donc c'est ça que nous recommandons, que par exemple il y a beaucoup de services qu'on avait identifiés, ça peut être même de la maintenance, du nettoyage, même des vêtements des personnes qui travaillent, ça peut être de fournir les aliments pour les services de restauration. Et tout ça, c'est des économies qui peuvent vraiment aider autour les populations à vivre beaucoup mieux. Un agropole Est, je ne l'ai pas entendu. Tout à fait. Le président l'a tout à fait décidé. Oui, il va même en conseil des ministres décentralisé à l'Est à Tambacounda. Tout à fait. Les populations attendent des réponses concrètes. Mais comme je l'ai dit, nous avons aidé vraiment à développer ces agropoles. Nous sommes prêts évidemment à aider. Comme vous savez, ce sont des gros projets. Et donc, à chaque fois, ça nous a pris malheureusement quelques années pour convaincre nos partenaires. Donc, je dois remercier ici la Banque africaine de développement qui finance pratiquement toutes les agropoles, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Union européenne. Dans le Nord, c'est le Japon, la Corée. Donc, vous voyez, on a un pool maintenant de partenaires pour l'industrialisation. Maintenant, il faut qu'on arrive à les faire venir vers l'Est. Et donc là, maintenant, nous, on est tout à fait disponibles pour travailler avec le gouvernement. Je pense que le gouvernement a déjà commencé à essayer de trouver des partenaires, mais peut-être que ça ne pourra pas se faire sur le budget de l'État. Donc il faut trouver des partenaires et puis là aussi faire une étude de faisabilité. Donc tout ça prend un peu de temps, mais il est clair que l'agropole Est est tout à fait nécessaire, comme d'ailleurs l'agropole Nord qui ira jusqu'à Matam. Donc de faire que les populations qui aujourd'hui sont isolées puissent enfin vivre des richesses de leur territoire, de pouvoir avoir des emplois qualifiés, l'agriculture, élevage, et puis la pisciculture, mais aussi des phosphates. On voit deux entrepreneurs se quereller autour de ces phosphates aussi. Tout cela ne doit pas se faire au détriment des populations quand même. C'est pour ça que ces agropoles-là vont fondamentalement changer. Oui, tout à fait, parce que bon, d'abord la méthode. Parce que la méthode, c'est d'abord que ce soit participatif et inclusif. Nous, lorsqu'on fait les agropoles, c'est avec une consultation avec toutes les populations pour, je dirais, comprendre l'ensemble. Ce n'est pas simplement faire 4 murs, mais il faut aussi des centres de formation, il faut de l'énergie, il faut aussi peut-être des centres de santé, il faut mettre en place tous les services qui peuvent servir aussi aux entreprises. Donc vous voyez, quand vous constituez cela, il faut vraiment penser à tous les aspects. Il y a des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects environnementaux. Si vous pensez à tout ça et que vous mettez tout le monde autour de la table, il y a un consensus qui peut se créer. Prenez hier, par exemple, nous avons organisé un atelier sur la filière de recyclage du plastique. Tous les gens étaient là, pratiquement de toute la filière. Mais il y a des gens extraordinaires. Il y a des entreprises extraordinaires au Sénégal, mais parfois, il n'y a pas ce dialogue qui permet de travailler ensemble pour identifier ensemble les problèmes et les résoudre. Mais après une journée de dialogue, on a réussi à identifier un certain nombre de blocages qui, avec l'aide de l'État, mais qui peut aussi faire venir les investissements privés, peuvent être résolus. Donc, vous voyez, je pense nous on croit un vrai mal environnemental au Sénégal. Nous, on croit vraiment, moi je crois vraiment à ce que j'appellerais cette diplomatie industrielle qui veut dire que par le dialogue et la négociation, on peut trouver des solutions. Jury du dimanche, iRadio ITV, Christophe Yvetot est notre invité pour ce dernier numéro de l'année. La transparence, je sais que ça vous tient à cœur en tant que partenaire technique et financier. Le rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié en 2020-2021, qui révèle quand même un certain nombre de dysfonctionnements. On parle de surfacturation, de concussion, en tout cas présumée. Vous avez lu ce rapport et quelle lecture vous en faites? J'ai vu ça dans la presse et évidemment c'est tout à fait préoccupant qu'une institution comme la Cour des comptes relève ce type d'agissement. Je suis un peu sans voix, mais nous espérons que les institutions, le Sénégal ne manque pas d'institutions qui fonctionnent et que nous espérons que le système institutionnel permettra évidemment de faire toute la lumière et de trouver toutes les solutions
qui doivent être prises. Avec des recommandations d'ouverture d'informations judiciaires à l'encontre de comptables publics, notamment des DAGE. Non, tout à fait. Je pense que, en tout cas, nous, on en a déjà parlé précédemment. Oui. C'est vrai que nous avons des obligations, par exemple, aux Nations Unies, de déclarer notre patrimoine, etc. On a vraiment des audits réguliers sur tous les projets. Et il est clair que les agents publics ne peuvent utiliser des fonds que dans certaines conditions. Mais dans certaines institutions même, ils sont responsables sur leur patrimoine personnel. Donc, avant de signer quelque chose, ils y pensent à 2 fois. Oui. Et il faut le relever aussi, les partenaires techniques et financiers ont contribué à hauteur de 650 milliards de francs CFA, plus d'1 milliard de dollars. Cela équivaut à un peu plus d'ailleurs d'1 milliard de dollars qui a servi à l'industrialisation dans la période de ces quatre dernières années. Correspondant à votre mandat, c'est quand même une manne financière importante sur un total de 773 milliards de francs CFA qu'a nécessité la lutte contre cette pandémie. Et cet argent-là, il faudra le justifier, non? Non, tout à fait. Nous, en tout cas, au niveau des Nations Unies, on s'était mobilisés dès que le ministre Amadou Hott et le président de la République avaient lancé le programme de résilience économique et sociale. Oui. Nous, on s'était mobilisés vraiment et notre programme de 200 millions de dollars, on l'avait réorienté totalement pour vraiment soutenir. Alors, ce n'était pas forcément par les dons financiers, pour les Nations Unies. Parce que je suis aussi le président de ce qu'on appelle le comité des programmes. C'est un peu le comité qui coordonne toute l'activité des Nations Unies. Ouais. Donc, j'avais mobilisé l'équipe pour dire qu'il faut absolument qu'on puisse répondre rapidement aux besoins exprimés par le gouvernement. Donc, on avait réorienté un peu tous les fonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de transferts budgétaires, mais c'était des activités de nos projets, etc. Après, il y a un certain nombre de donateurs bilatéraux, comme l'Union européenne ou l'Allemagne ou d'autres, qui sont venus avec des grosses enveloppes et qui ont vraiment fait des transferts budgétaires directs. Et eux, je me souviens, à l'époque, avaient demandé vraiment qu'il y ait un suivi pour s'assurer que les fonds, comme c'était des fonds très importants, qu'il y ait un suivi et un contrôle. Et donc, le gouvernement avait bien garanti que le Sénégal a des institutions, notamment la Cour des comptes, qui pourraient faire le suivi. D'ailleurs, c'est peut-être dans ce cadre que la Cour des comptes vraiment s'est penchée justement sur l'utilisation de ces fonds. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité politique aussi, une dimension responsabilité politique de la part du gouvernement, d'autant plus que c'est la gestion quand même d'un certain nombre de ministères, pour ne pas dire de ministres, qui est également ici en jeu? À un certain point, un gouvernement est responsable. Oui. À un certain point, je pense, nous, évidemment, je me garderai bien de faire des recommandations, mais dans la plupart des pays, bon, après, il y a des enquêtes qui sont faites, etc. Puis il faudra estimer, je dirais, la nature des responsabilités. Et c'est seulement une fois que tout cela est fixé qu'ensuite, il faut savoir si c'est du niveau administratif ou du niveau politique. Mais après, évidemment, le politique, évidemment, à un moment donné, est responsable devant la population, donc ça c'est clair, devant le Parlement. Est-ce que la réaction de certains ministres qui se dédouanent vous suffit comme explication? Parce que vous êtes des partenaires techniques et financiers. Non, tout à fait. Bon, nous sommes là pour soutenir le Sénégal et les Sénégalais. Oui. Et donc, après, je dirais... ce sont ensuite, après, c'est la vie politique sénégalaise. Donc nous, on essaie de ne pas s'immiscer dans la politique sénégalaise. Oui. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est que, en tout cas, le soutien qu'on apporte, on puisse le faire en vrai partenariat avec le gouvernement, ce qui est le cas, et qu'ensuite, c'est sûr que les fonds qui sont, comment dirais-je, mobilisés soient utilisés le mieux possible. En tout cas, nous, Nations Unies, on s'y attache de façon très étroite. Vous accordez du crédit à ce rapport de la Cour des comptes? En tout cas, la Cour des comptes, c'est une institution du Sénégal. Je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas y apporter du crédit. Qui dit aussi qu'il y a eu une quantité de vaccins
périmé, quantité énorme, 798 278 pour l'ensemble des régions contre 418 210 au niveau national, d'où l'écart et l'incohérence, ce ne sont pas mes termes, mais ceux de la Cour des comptes, dans la mesure où les données régionales doivent être comprises dans celles nationales. Quel est votre commentaire sur la campagne vaccinale, quand même, de vaccination? Non, une chose que certainement on a constatée et qui n'est pas forcément dans la responsabilité forcément du gouvernement, il y a eu beaucoup de réticence de la part des Sénégalais à aller se faire vacciner. Moi je me souviens qu'on avait décidé, nous aux Nations Unies, de ne pas être les premiers à aller se faire vacciner, parce que les vaccins qui avaient été notamment donnés par la communauté internationale, parce qu'une partie quand même qui ont été donnés par la communauté internationale, on ne voulait pas être comme les premiers à aller se servir. Et au contraire, on voulait mettre la population sénégalaise d'abord. Mais rapidement, il s'est révélé que le taux de la demande n'était pas là, et que pour ne pas justement perdre ces vaccins, on nous a plutôt recommandé du coup d'y aller rapidement pour éviter de perdre tous ces vaccins. Donc ça, c'est un peu dommage. Presque 800 000 vaccins. C'est dommage quand on sait tous les efforts qui ont été faits. Bon, après, on peut toujours aussi critiquer la communauté internationale, mais dans ce cadre, je pense que la communauté internationale s'est mobilisée, qu'elle a fourni des vaccins dès que ces vaccins étaient disponibles, et que beaucoup ont été donnés quand même à l'Afrique. Et peut-être pas assez, mais en fait, quand on voit le taux d'utilisation, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des pertes. On ne peut que le déplorer. Après, je ne saurais pas à qui attribuer la responsabilité, parce que chacun de nous aussi, on a une responsabilité personnelle de se protéger, de protéger les autres. Et c'est vrai que si cette idée n'est pas passée chez les Sénégalais, c'est que peut-être il y a quelque chose qui s'est pas bien mis en place. Mais bon, il y a beaucoup de résistance aussi, pas seulement en Afrique. Il y a d'autres pays, dans tous les pays, il y a des poches de résistance. Il y a même des soignants, même dans les pays occidentaux, des soignants qui sont donc en contact direct, qui sont dans l'appareil sanitaire et qui même ne veulent pas se faire vacciner. Dernière chose, mais en une minute, c'est une question beaucoup plus politique. Les coups d'État sur le continent, notamment la sous-région, vous couvrez la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Sénégal et la Mauritanie. La Gambie, une tentative de coup d'État déjouée selon le gouvernement. Il y a quelques mois, c'était également le cas en Guinée-Bissau. Mais la CEDEAO qui a réagi pour préconiser une force d'intervention face à ces coups d'État qui commencent à être récurrents. Mais en même temps, en Afrique de l'Ouest, on parle beaucoup de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Quelle est votre réflexion sur ce diptyque mandat présidentiel coup d'État? Non, écoutez, bon, c'est compliqué. Chaque pays a un peu sa culture et son histoire. Bon, en Guinée, par exemple, il y avait une réforme constitutionnelle, puis ça n'a pas empêché après d'avoir un coup d'État. Donc, on a eu un coup d'État. Bon, il y a eu aussi donc, le mandat du président Condé. Moi, ce que je sais, c'est que troisième. Tout ça, on a parfois, souvent, l'approche un peu institutionnelle. Moi, je pense qu'il faut avoir peut-être l'approche industrielle, c'est-à-dire que l'instabilité, elle naît de l'insatisfaction des populations. Cette insatisfaction, elle vient du fait de voir dans des pays qui ont toutes les richesses. Si vous prenez la Guinée, bon, beaucoup des pays qui ont tout dans leur sol, et puis que la population reste pauvre, c'est évident qu'après des dizaines d'années, il y a une frustration énorme. Et en plus, comme il y a de plus en plus de jeunes, donc je pense que si les pays veulent vraiment avancer, il faut qu'ils avancent vraiment dans cette voie du développement industriel, parce que c'est la seule solution de pouvoir avoir tous ces jeunes qui puissent utiliser leur talent. Je pense que les jeunes préfèrent utiliser leur talent à autre chose qu'à lancer des pierres dans des manifestations. Donc si on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'insérer dans la société, de pouvoir avoir un futur, plutôt que soit de faire des révolutions ou d'émigrer, je pense que c'est ça le cœur. Après, et le cœur de tout sur les aussi. mandats, c'est très compliqué. Par exemple, aux États-Unis, c'est 2 et pas plus. Bon, Angela Merkel a fait 4 mandats. Tony Blair en a fait d'autres. Bon, moi, je n'aurais pas une position tranchée sur le nombre de mandats, mais d'avoir surtout de satisfaire sa population. Dans la transparence, la bonne gouvernance. Voilà. Après, il y a
quand on est dans une démocratie transparente, que le droit d'opposition, la presse est libre, il faut avancer. Moi, je trouve, en tout cas, depuis que je suis aussi au Sénégal, j'ai l'impression, et j'espère pas superficielle, que le Sénégal est quand même une démocratie stable. Si vous regardez, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu d'explosion sociale. Bon, on sortait aussi d'un couvre-feu. Mars 2021, par exemple. Donc ça, c'était. Mais si je regarde un peu là, en tant qu'observateur, les élections municipales, les gens sont allés voter, sont rentrés chez eux. Ils ont voté, et puis je dirais même que l'opposition a eu une bonne place. Donc on ne peut pas dire que 95% des voix sont allées au gouvernement, aux élections législatives aussi. Donc on voit que c'est quand même une démocratie qui vit. Et qui permet quand même à ceux qui sont dans la position même d'être élus. Donc voilà, en tout cas, le Sénégal a cette chance. Si le Sénégal continue à avoir cette stabilité politique, cette démocratie, ce débat et cette maturité politique, le Sénégal a vraiment tout pour réussir à être vraiment ce pays émergent qu'on espère tous dans les années qui viennent. Très bien. C'est un joli mot de la fin. Je referme ce gadget qui est un produit de l'industrie. Nous avons beaucoup parlé d'industrie avec Christophe Yvetot. Il est le représentant résident de l'ONUDI au Sénégal. Il couvre également le Sahel, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. C'était le dernier numéro de l'année. On referme 2022 avec beaucoup d'espoir. Que 2023 sera meilleur, nos meilleurs vœux anticipés et bon vent aussi puisque vous allez rejoindre Bruxelles au tout début de l'année 2023. Djurudjuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nyofa, voilà, on est ensemble. Jury du dimanche, Mahmoud Ibrakan à la présentation, à la technique Babacar Ndiaye, Nyankou et Sele Diallo. Pour le compte d'Imedia.sn, au texte Dieba, à la photo Abdoulaye Silla, Fatima Taba et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Merci, bon dimanche, encore une fois joyeux Noël, bonne fin d'année 2022. On se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.